qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous capter et suivre cette belle émission. Alors, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée sur l'importance. Essayer un peu de définir, d'expliquer le pourquoi de ces deux termes, la géopolitique et l'entrepreneuriat. C'est que dans la première intervention, la première émission, on a essayé d'expliquer ce qu'on était, la Géo des Suds, ce que cela voulait dire. Donc, si vous l'avez très bien suivi, vous comprendrez qu'on a défini l'entrepreneuriat, la géopolitique. Mais pourquoi ces deux termes? Parce que, figurez-vous, ce serait beaucoup plus simple de parler soit de la géopolitique, des questions liées à la géopolitique, ou soit des questions liées à l'entrepreneuriat. Et ici, nous sommes en train justement de chercher et d'aligner quelques mots pour aider les Suds à se développer. Et pour nous, dans cette émission ou dans cette chaîne, nous sommes persuadés que c'est en mettant ensemble l'entrepreneuriat et la géopolitique, la géopolitique qu'on peut arriver à développer les Suds. Je ne parlais pas d'exclusivité. J'ai beaucoup d'aînés, nous avons beaucoup d'aînés qui présentent des émissions, plein d'émissions d'ailleurs, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous trouverez beaucoup de gens qui sont dans la lutte, une lutte noble. Cette lutte, c'est de pouvoir alerter le monde, aider les Suds à se développer, aider les Suds à se démarquer. Il y a des gens qui sont consacrés, qui consacrent leur débat soit sur des questions de l'entrepreneuriat, ça veut dire pousser les gens à l'entrepreneuriat, un combat vraiment noble. Et dans Géo des Suds, on a tout un point, tout un panier, tout un panel consacré justement à des questions de l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi ceux-là qui se concentrent uniquement sur les questions de la géopolitique et qui sont en train d'évaluer, d'analyser les relations entre États et la manière dont ça se passe sur le plan international, ce qui serait pour la plupart la cause du développement ou du sous-développement de certains pays. Alors, c'est important, mais moi je trouve que c'est toutes les questions de comment on veut aborder la question. L'important, ce n'est pas d'aligner de mots, c'est pas d'avoir de termes assez compliqués ou des termes qui plaisent, des termes qui sont assez bien à prononcer, mais c'est vraiment le sens qu'on donne à ce terme qui est très important ici. Le sens qu'on donne à ce terme. Dans tous les cas, la lutte reste la même. Ceux qui se concentrent sur la question de la géopolitique sont dans la même lutte. Ceux qui se concentrent sur la question de l'entrepreneuriat mènent la même lutte, le même combat. Et nous également, nous sommes dans le même combat, mais c'est juste un peu une petite démarcation pour avoir cette originalité, cette pertinence effectivement de la thématique. Alors, je vais d'abord parler un petit peu de l'entrepreneuriat, de pourquoi on a choisi de parler, d'aligner ou de mettre ensemble ces deux termes, l'entrepreneuriat et la géopolitique, au centre du développement. L'heure ici n'est pas à prouver que l'entrepreneuriat est justement ce qu'il faut pour tous les pays afin de sortir de cette situation, de la situation des sous-développements, la situation de pauvreté et tout le reste. Beaucoup de pays, le pays développé notamment ici en Europe, le pays d'Amérique du Nord, un peu des pays d'Asie et en Océanie, ce sont des pays qui sont forts industrialisés. L'industrialisation, ça sous-entend l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, on retiendra ici que l'un des plus grands hommes d'État, c'est la personne de Barack Obama, qui avait dit la puissance des États-Unis, c'est l'entrepreneuriat. On ne peut pas développer un pays sans un esprit d'entrepreneuriat, sans entreprise, on va dire. Donc, on peut tirer la question entrepreneuriale dans tous les sens. Il y a des entreprises, il y a des investissements étrangers, des investissements locaux, mais peu importe. Mais en tout cas, ce qui développe un pays, il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait création d'emplois, il faut création de richesses ou création de la valeur ajoutée sur les richesses qui sont déjà bien disponibles. Et dans la plupart des cas des pays du Sud, les richesses, c'est pas ce qui manque. Il y a déjà beaucoup de richesses, mais il faut vraiment les transformer pour tirer un max de la valeur ajoutée. L'entrepreneuriat. Quoi d'autre? Il y a plein d'émissions, plein de livres
que nous pourrons, et dans la mesure du possible, conseiller aux personnes de lire sur ça, et c'est important. Et c'est vraiment quelque chose qui prendra, qui nous tient vraiment à cœur. Nous allons trouver tout le moyen pour pousser les jeunes à aimer l'entrepreneuriat. Quoi qu'il en coûte. Tous les pays du Sud, tous les Suds sont ici appelés à encourager l'esprit entrepreneurial. Je ne suis pas le premier à le dire. C'est prouvé. On ne peut pas développer les Suds avec, on va dire, cet esprit d'importer toujours tout ce qu'on consomme et surtout encore le produit manufacturier. Nous exportons les ressources naturelles, ce qui est la matière première, et en retour, nous importons les produits manufacturiers, des produits qui sont déjà transformés et qui nous coûtent largement très cher. L'urgence est là. Il faut entreprendre. Il faut pousser les jeunes à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas deux chemins pour développer les Suds. Il faut pousser les gens à entreprendre. Encourager les investissements locaux. Créer des cadres spécifiques pour accompagner ceux et celles qui ont des projets. Nous devons créer des structures dans des pays dits du Sud pour encourager l'entrepreneuriat, ce qui malheureusement n'est pas le cas dans la plupart des pays. Et bientôt, nous allons découvrir pourquoi. Pourquoi les autorités ou bien les politiciens qui gouvernent dans les pays du Sud ne savent pas encourager l'esprit entrepreneurial? Pourquoi dans les pays du Sud, quand on rentre dans des pays du Sud, les locaux, on le voit dans tout ce qui est, on les appelle des petites mains, des trucs, c'est cette autre forme d'économie que beaucoup connaissent déjà, qu'on appelle la débrouillardise. L'économie de la débrouille. Les locaux et les nationaux se débrouillent. Les seules entreprises qui tiennent dans des pays du Sud, ce sont des entreprises étrangères, pour la plupart en tout cas. Je ne dis pas ici, toutes les entreprises qui émergent dans les pays du Sud sont des entreprises étrangères, mais en tout cas pour la plupart, c'est des investissements étrangers. Dans mon pays à moi, qui est la République démocratique du Congo, tout le monde le voit. Le grand mining qu'il y a dans mon pays, c'est pour la plupart sont des pays et des entreprises étrangères. Et les affaires pour ce mining, ça va. Même quand il y a crise politique, même quand il y a des problèmes au niveau politique, en tout cas, on fait tout pour protéger ces investissements-là. Ça passe des mains, d'une main à l'autre, mais en tout cas en très grande puissance. Soit c'est entre des États qui changent des propriétés, maintenant c'est plus la concession de tel pays, c'est maintenant tel pays qui gère et tout, voilà, donc c'est un peu ça. Que ce soit dans d'autres industries, dans l'industrialisation, dans les usines, les entreprises, pour la plupart, il n'y a que des entreprises étrangères qui émergent et qui doivent, en revanche, engager la main d'œuvre locale, mais à quel prix? À quel prix, mes amis? À quel prix on accepterait que ce soit les investissements étrangers qui prospèrent, qui réussissent, pour engager la main d'œuvre locale? C'est à un prix très exorbitant. La main d'œuvre chaude. Et quand on voit nos frères, nos sœurs, qui essayent de pousser leur intelligence plus loin pour entreprendre, c'est comme si ça ne va pas plus loin. Ça ne dépasse pas un certain cadre. Les seuils est bien défini, c'est comme des secteurs qui sont suffisamment encadrés où tu ne peux jamais dépasser un certain seuil. Pourquoi? Est-ce que c'est par manque d'intelligence? Par manque d'organisation? Est-ce que, trouvons de mots, ça paraît agaçant. Beaucoup de gens se demandent, mais que fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que quand les locaux décident d'investir, ça peut être dans le même domaine que les entreprises étrangères, pour le locaux, ça peine à décoller. C'est dans des petites boîtes que les locaux sont renfermés. Les étrangers, eux, ils peuvent s'étendre d'ici, dès qu'ils débarquent dans le pays. 2 ans, 3 ans plus tard, c'est des méga entreprises. Ils peuvent commencer par une petite boutique. Dans 5 ans, c'est une grande chaîne d'approvisionnement. Et nos frères, des années et des années, dans des petites boutiques, dans des petits kiosques. Est-ce que c'est par manque d'intelligence pour nos frères? Est-ce que c'est par manque de sagesse, des techniques? Tous ce monde ne sont pas réprimés.
ne serais pas en train de contredire ceux qui disent effectivement c'est par manque d'organisation, par manque d'intelligence et tout, par manque d'innovation, esprit entrepreneurial. C'est un peu dans tous les sens. En tout cas, tout le monde est libre ici d'émettre son avis et je respecte l'avis de chacun. Mais nous pouvons pousser notre intelligence plus loin pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est par enchantement? Eh bien, les réponses sont nombreuses. Ici, nous avons, dans le cas de cette chaîne, compris qu'il y a un autre aspect. Un autre aspect plus compliqué, plus complexe, plus grand que n'importe qui surpasse même le cadre institutionnel d'un pays. Ça va bien au-delà, bien au-dessus de ceux qu'on considère être les vrais boss dans le pays. Et c'est là que nous introduisons la notion de la géopolitique. Les amis, on peut tout dire. On peut tout dire. Le monde a ses dirigeants. Je ne parle pas le pays, je ne parle pas d'un pays, je parle du monde. La planète Terre a ses dirigeants. Les questions liées à la géopolitique, beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. Beaucoup de jeunes ne s'y intéressent pas. Lorsqu'on parle de rapports entre États, ça n'intéresse pas grand monde. Ah non, ce sont des grandes autorités qui vont là-bas, qui vont siéger, faire des réunions, des routines, on s'en fout. Eh bien, vous comprendrez dans cette émission et dans la suite de temps que c'est une question qui devrait nous intéresser tous et toutes. Sachez que le développement et le sous-développement, ce sont des décisions qui dépassent largement le cadre d'une simple volonté nationale. C'est compliqué, c'est grave, mais c'est la réalité. Je suis de ceux-là, je suis de cette classe qui pense que la pauvreté dans le pays du Sud n'est pas le fruit de la civilisation, n'est pas le fruit, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas naturel, mais c'est une pauvreté fabriquée. Oui, fabriquée. Voulue, décidée et imposée. Sur cette chaîne, nous sommes en train de poser les bases, le cadre de réflexion. Nous croyons dans cette chaîne que la pauvreté dans le pays du Sud, la pauvreté des peuples qu'on appelle les sudistes, cette pauvreté, c'est une fabrication. Eh bien, une fabrication. Eh oui. Il y a des institutions, des gens, des nations, des États qui décident qui évolue, qui n'évolue pas. C'est grave. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ici cacher, mais j'aimerais vous dire, on peut faire des efforts. On peut avoir la volonté. On peut vouloir que les choses avancent, les choses évoluent. Mais quand on regarde la manière dont les autorités politico-administratives des pays du Sud réfléchissent et gèrent leurs États, on a souvent comme l'impression qu'elles n'ont pas le cerveau. Des trucs purement simples. Mais je vous dis que c'est tellement banal. On se dit, mais comment il peut décider comme ça, alors que ça profitera à toute une nation? Eh bien, pour la plupart d'entre eux, c'est des gens qui sont liés par des accords sales. Pour rappel, ou pour information, dans certains cas ici, vous devez savoir que le monde est dirigé par 5 grands pays. Je vais parler ici de la Chine, la Russie, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce sont les Big Five, les 5 pays qui gouvernent le monde. On les appelle les 5 membres permanents du Conseil de sécurité aux Nations Unies. C'est eux qui décident de la direction dans laquelle le monde doit aller. C'est eux qui disent ce que tout le monde est censé faire. Comment on doit s'approvisionner, comment on doit prendre les richesses, comment on doit les utiliser, quelle population on veut garder sur Terre. C'est un peu eux qui décident de ces choses-là. Et sur le plan international, si votre pays n'est pas suffisamment représenté, les conséquences sont catastrophiques. Malheur à l'Afrique et à beaucoup de pays du Sud
qui n'ont pas beaucoup de représentation au sein de cette grande institution internationale. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres institutions internationales qui, si votre pays ne pèse pas au niveau de cette institution, ça veut dire que votre pays subit. Dans la première émission, j'ai dit, le monde subit, le monde du Sud subit la pression du Nord puissant en complicité avec un Sud corrompu. Il se passe des choses où quand les dirigeants du Sud vont se rencontrer avec les dirigeants du Nord de certains pays, les grands pays, les pays puissants, passent des accords avec des politiques farfelues, des politiques qui ne nous concernent ni de loin ni de près, des mots qui nous compliquent la vie pour rien, des termes comme démocratie, liberté, droits de l'homme. C'est des termes, quand on essaie de les expliquer dans nos langues, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est des systèmes qui font passer le plus grand message. Nous avons des gens qui ont la soif du pouvoir. À un point, ils sont prêts à tout pour être retenus comme dirigeants. Et quand ces gens viennent passer des accords entre eux dans des grandes réunions, c'est là qu'ils signent sur des documents. Mais vraiment, si on vous lit ça, vous avez envie de vomir. Sacrifier tout un peuple pour qu'il lui règne, pour qu'il gouverne ce pays, pour qu'il dirige. Et c'est là qu'on va lui dire, on dit à tout un pays, écoute, dans tel secteur, tu ne peux pas permettre un tel investissement. Dans tel secteur, tu dois recaler ça, tu dois faire ceci. C'est eux qui décident. Et je suis sûr que la plupart ou certains d'entre vous ici, vous avez déjà entendu parler du plan, comment on appelle ça, le plan d'ajustement structurel, avec les institutions du Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les prêts qu'ils ont accordés à une certaine époque, on est là dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le prêt qu'ils ont accordé aux pays du Sud. Et quand ils vous accordent des prêts, ces institutions-là vous imposent dans quel secteur vous pouvez vous investir. Dans tous les secteurs qu'ils estiment non rentables, entre guillemets, pas que, mais tous les secteurs qui peuvent donner à ces pays son autonomie, ils refusent. Je veux raconter encore, je crois que beaucoup de gens, on le sait, ce n'est pas des trucs qu'on cache, mais c'est des trucs qui sont à la place publique. Si vous allez sur Internet, toutes ces informations y sont. Ça a été le cas aussi avec l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était complètement rasée, détruite. Et c'est à cette époque que les États-Unis avaient lancé leur fameux plan, le plan Maréchal, pour reconstruire l'Europe. Vous savez, il y avait des accords. L'un des accords, moi je trouve, c'est parfois méchant. C'est ça le monde des affaires. Quand tu es faible, on en profite, on vient encore t'affaiblir davantage. Vous imaginez qu'un endroit, un pays ou une région du monde comme l'Europe, les États-Unis ont fait signer à l'Europe que même pour la nourriture, c'est nous qui devons produire la nourriture, votre nourriture. L'Europe n'avait pas le droit de produire sa propre nourriture. La nourriture qui était consommée en Europe était importée des États-Unis. Jusqu'à une époque où ils se sont dit non, trop c'est trop. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres accords qui étaient signés dans le plan Maréchal. On vous donne de l'argent, mais on vous impose des choses. Ça, vous ne pouvez pas faire, ça, vous ne pouvez pas faire. Quand ils se sont rebellés, quand ils se sont révoltés, les Européens, c'est alors qu'ils ont créé ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole, la politique commune agricole, quelque chose dans ce genre-là, de ce genre-là. Et l'Europe a commencé à produire sa propre nourriture. Il y a eu d'autres accords, des accords où celui qui vous donne l'argent vous dit dans quel secteur vous devez investir, dans lequel vous ne devez pas investir. Et moi, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est vraiment encore les débuts, mais on y reviendra dans d'autres émissions pour parler des institutions internationales, notamment les Nations Unies, c'est la grande institution internationale mondiale. On peut parler de l'OTAN, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces genres d'institutions, pourquoi c'est tel pays qui décide, il y a beaucoup de choses. Et pour nos pays aussi, c'est la même chose. Quand nos pays là ont besoin d'argent, ils vont s'endetter auprès des institutions financières, auprès de certains États.
Il y a des accords qu'ils signent. Il y a des accords qu'ils signent. On vous donne cet argent. Vous n'avez pas le droit d'investir dans tel secteur. Cette ressource naturelle, vous n'avez pas le droit de la transformer dans votre pays. Vous ne pouvez que l'exporter. Vous pensez que nos autorités dans nos pays sont incapables de réfléchir sur la transformation de nos ressources naturelles? Ça fait combien de temps que ça dure? On crie sur le toit. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas si simple? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce pays commence à transformer leurs ressources? C'est pas qu'une simple décision qui peut faire ça. Et c'est pas non plus les investissements qui manquent. Ça, c'est très faux. Si on voit ce que ces gens sont capables de détourner dans ce pays-là, c'est pas les investissements qui manquent. Non. Ce sont des accords. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, avec son cacao, vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut se décider et dire à partir de maintenant, nous allons nous-mêmes transformer les cacao. Plus question d'exporter les cacao à l'état brut. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais en tout cas, le cacao, c'est vraiment une richesse. C'est une perle rare. Le cacao ivoirien. La République démocratique du Congo avec son cobalt. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas se dire, bon, à partir de maintenant, notre cobalt, si vous voulez transformer notre cobalt, vous avez l'obligation de venir vous implanter ici sur le sol congolais et commencer à transformer. C'est comme ça que la Chine s'est développée. La Chine a exigé à tous les pays, toutes les grandes usines, à aller transformer les ressources chinoises en Chine, créant donc, faisant de la Chine une grande machine industrielle. Aujourd'hui, la Chine est incontournable. Sur le plan industriel, la Chine est de loin en tout cas, que n'importe quel pays européen ou américain. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Eh bien, justement, non, parce que dans les accords, il y a des choses. Il y a des choses, mesdames et messieurs. Il y a des choses. Des choses qui sont plus à cacher maintenant. Des politiciens qui sont là, mais comme des étiquettes, on va dire. Et tout ça au détriment du peuple. Comment on peut toujours continuer à accepter qu'il y ait des accords qui concernent un individu, peut-être un petit groupe d'individus, pour leurs propres intérêts, des intérêts surtout ici égoïstes, leur maintien au pouvoir, leur sécurité, leur enrichissement, d'accord, et ils sont prêts à sacrifier tout un peuple. C'est ça qui doit s'arrêter. Si nous faisons des émissions, si nous parlons aux jeunes, c'est pour qu'on essaie d'aiguiser, de réveiller cet esprit-là, se dire un jour, non, trop c'est trop. C'est pas possible. Les mêmes personnes, quand elles battent campagne auprès de vous, si vous me votez, voilà ce que j'ai fait, je construirai des écoles, des belles promesses et tout, une fois au pouvoir, on croirait une autre personne. Où va cette intelligence? Où ces promesses? Eh bien non. Des gens qui sont liés, qui ont les mains et les pieds liés. Dès que tu oses aller à l'encontre, ça veut dire que tu as signé ton arrêt de mort. C'est comme ça que certains leaders politiques ont payé de leur vie. Je parlerai ici peut-être de Laurent Désiré Kabila Mouzé, ou de Thomas Sankara, ou je ne sais pas, de Muammar Kadhafi, ou il y en a plein qui ont payé de leur vie parce qu'ils ont accepté de dire non. Moi, je vais émettre un avis qui est personnel ici. Dans certains pays, pour devenir président, il faut cocher des cases. Et parmi ces cases-là, je parlerai de l'âge. Quelqu'un de très jeune, à mon sens, moins de 40 ans ou jusqu'à 40 ans, à mon sens, ne peut pas diriger un pays en crise, comme un pays africain. À mon sens. Non. De postes comme la présidence, ça doit être accordé à quelqu'un qui accepte le risque de mourir. Parce que dès l'instant où tu décides d'être président d'un pays du Sud, ça veut dire que tu dois apprendre à dire non. Et tu dois accepter le risque qui va avec. Je suis en train de saluer ici des jeunes, des gens qui essaient de comprendre le fonctionnement du système et décident de dire non, même sur de grands podiums. Comme le président en transition du Burkina Faso. Mais ça, c'est des trucs, c'est des jeunes, c'est des gens encouragés. Prendre un tel niveau de risque, dire non devant des grands et accepter
le risque est lié à ces simples petits mots constitués des 3 simples lettres, N-O-N. Il y a un risque de mort. Un leader politique dans le pays du Sud doit être un homme ou une femme qui accepte les sacrifices jusqu'à la mort. Pas un jouisseur. Quelqu'un qui est attaché à la vie. Quelqu'un qui veut vivre. Si quelqu'un veut vivre, il y a plein de domaines dans lesquels il peut exceller pour bien vivre, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de gens qui se disent « assez, c'est assez ». Soit je meurs avec dignité. Mais vivre dans l'humiliation et la honte, c'est des choses qu'on est en train de refuser ici. On est fatigué de croiser les bras, de plier les genoux et de lever les mains vers le ciel pour demander de l'aide. Ça n'est de trop. Ça fait des années que ça dure. Et là, nous sommes en train de vivre une transition assez exceptionnelle et l'Afrique ne doit pas rester en reste. Les pays du Sud doivent profiter de ce couloir. Je dirais c'est un couloir comme un couloir humanitaire. Ça veut dire qu'il y a vraiment une fissure, les grands États sont en train de se battre. C'est là que les pays du Sud doivent profiter et sortir. Là, nous sommes en train d'assister à l'un des plus grands combats du siècle. Mais voilà, quand les grands s'affrontent, eh bien, il arrive qu'ils baissent la garde. Et donc là, on peut profiter. Quand les États-Unis d'Amérique décident d'attaquer la Russie sur un terrain étranger, un terrain neutre qui est l'Ukraine, ça c'est encore un autre sujet. Les États-Unis décident d'affronter la Russie sur un terrain neutre. Eh bien, les grands s'affrontent et les petits peuvent profiter. Vous ne trouvez pas? Là, nous voulons en profiter. L'on a tous compris, on a tous vu que les grands ne sont pas aussi grands qu'on le croyait. Dans le conflit russo-ukrainien, nous sommes en train d'ouvrir les yeux, de voir un État, qui est la Russie, tenir tête à la plus grande institution militaire au monde, constituée aujourd'hui de 31 États, dont les États-Unis. Une puissance nucléaire, la deuxième puissance nucléaire du monde, bien sûr. Quel est cet État au monde qui peut se permettre de résister face à la menace de l'OTAN? Eh bien, on le voit. La Russie vient de le faire. Et elle est en train de le faire. Ceci nous montre ceux qui nous font toujours peur. Il suffit juste un peu de courage, de détermination, d'encouragement et de prise de risque. On peut sortir. Oui, on peut sortir. Les pays du Sud peuvent sortir. La peur est le plus grand allié. Le plus grand allié, la pauvreté. Tant qu'on restera toujours effrayé par le niveau de développement des autres, on tremble dès qu'on parle, on cite certains noms. On a tous envie d'aller dans certains pays vivre là-bas parce que c'est là que ça fait beau. C'est là qu'il y a tout, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Il sera difficile d'arranger nos pays. La grande puissance n'a pas commencé avec les États-Unis. Et il n'est donc pas question que ce soit un seul pays qui décide d'être grand et puissant pour tous les siècles. Ça, non. Il y a eu une époque, c'était certains pays d'Afrique qui étaient au sommet. Ici, on peut parler de l'Égypte antique. On ne peut pas effacer l'histoire. L'histoire continue et avec elle des gens courageux qui décident de tenir l'encre, le pinceau et l'encre dans la main pour modifier certaines lignes, pour donner la direction à l'histoire. Je refuse d'être un spectateur. Le pays du Sud doit dire nous refusons d'être des spectateurs. Nous existons quand même. Comment la majeure partie, la majorité de peuples du monde doit subir les quelques décisions d'une minorité? On doit continuer à se plier jusqu'où? Nous pouvons cibler et voir les autorités ou bien les leaders politiques qui sont corrompus. À un moment donné, on peut leur demander de partir. Et ça, je ne définirai pas la méthode. Je ne définirai pas la méthode. Nous voulons tout simplement que les jeunes commencent à comprendre ces choses.
L'entrepreneuriat sont des questions géopolitiques. C'est un entrepreneuriat biaisé au profit du colon, au profit des expatriés, au profit ici des grandes puissances, de multinationales. Comment se fait-il que sur tout un continent, il n'y a que de multinationales étrangères qui émergent au détriment de nos petites entreprises, des petites entreprises? Nous, ce qu'on a, ça ne s'appelle même pas entreprise. C'est des petits commerces. Les petites gens, les petites mains. Avec nos richesses, nous nous contentons toujours de miettes. Et un investisseur étranger, aussitôt débarqué dans ton pays, 5 ans plus tard, ils repartent avec des millions et des milliards sur ton territoire. Nous avons des institutions qui ne nous aident en rien du tout. Rien. Dans le pays du Sud, dites-moi quelles sont ces institutions qui encouragent les investissements locaux, les jeunes qui veulent se lancer, qui finissent leurs études et qui ont envie d'investir, qui réfléchissent sur des projets. Quelles sont ces institutions qui encouragent ces jeunes-là? Vous pensez que c'est pour rien? C'est bien calculé. On n'est pas dupe. On peut être moins intelligent, mais il y a des niveaux où ça fait peur. Ces gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas des bêtes, c'est des gens qui sont censés, ils ont toute leur tête. Mais pourquoi ils ne peuvent pas voir ça? Mais parce qu'il y a des accords. Et à chaque fois qu'un leader veut prendre le large, il veut aller à l'encontre des accords, on le rappelle à l'ordre. On lui fait des menaces, des trucs machin, il ne va pas venir ici des sanctions qui sont là en train de te menacer, tes biens à l'étranger seront saisis, tes ceci à l'étranger seront saisis, on va te livrer entre les mains de ton peuple et tout, comme ce qu'ils ont fait avec Muammar Kadhafi, paix à son âme. On l'a tué, mais vraiment comme un chien. C'est des choses que nous déplorons. Pourquoi? Les questions géopolitiques définissent ici le rapport de pouvoir. Qui dirige, qui domine? Eh bien, au sein ou au niveau du Conseil de sécurité, il y a une fissure. C'est qu'il y a une cassure. Les 5 membres du Conseil de sécurité ne s'entendent pas. D'ailleurs, ça fait longtemps que 2 déjà ne s'entendaient pas. Il y a les États-Unis et la Russie qui se regardent toujours comme des ennemis jurés. Il est difficile d'adopter une loi, de décider sur quelque chose à l'unanimité. Donc, c'est mort. Le Conseil de sécurité ne sait plus décider sur quoi que ce soit parce que dès qu'un seul membre permanent n'est pas d'accord, la résolution n'est pas prise. Ça, c'est clair. Le Conseil de sécurité ne peut pas décider d'attaquer un pays maintenant parce que tous les pays ne seront pas d'accord. Ce sera une grosse violation du droit international. Le moment est bien choisi. Ou le plus faible, ceux qui se croient éternellement faibles, de sortir la tête et de dire, ouais, je préfère respecter celui qui me traite d'égal à égal. Nous sommes conscients quelque part de certaines choses. Cette vie jusqu'où? On doit tout le temps les commander dans le monde pour notre survie. C'est bizarre. Commander auprès de certains pays notre pain, alors que ces gens-là nous prennent des choses, des valeurs. Et nous leur tendons la main pour qu'ils nous donnent juste quelques hamburgers, qu'ils nous donnent juste quelques miettes. Et quand ils les font, ils appellent ça l'aide au développement. L'aide au développement. Il faut arrêter avec ces genres de termes. Vous savez, ce qu'on donne, l'aide qu'on appelle ça, l'aide, l'enveloppe qu'on appelle l'aide au développement qu'on donne à toute l'Afrique, ce n'est pas l'argent qu'on peut donner à une entreprise, une grande entreprise en France. Une entreprise en difficulté aux États-Unis, en France, je ne sais pas moi en Chine, a besoin des milliards pour se relancer une entreprise. Mais on peut donner 100 millions d'euros à tous les pays d'Afrique et c'est ça qu'on appelle l'aide au développement. On doit applaudir. Ça, c'est acheter les consciences. C'est acheter les consciences. En 2010, Haïti connaît l'une des plus grandes tragédies, le tremblement de terre, causant la mort de plus de 300 000 habitants. Mais vraiment, c'était catastrophique. Vous savez, quand la communauté internationale s'est cotisée, vous savez le montant qu'ils ont réuni pour aider le pays Haïti de se reconstruire? En tout cas, si je ne dis pas de bêtises, ça reste encore en tout cas jusqu'à mes dernières nouvelles, c'était environ 4 milliards.
Il y a même l'artiste ici, le célèbre artiste Michael Jackson, qui avait fait un concert pour prendre l'argent, tout l'argent qui était gagné à ces concerts-là, il a donné ça au peuple haïtien. On a cotisé, on a cotisé, on a cotisé. On est allé donner là une enveloppe de 4 milliards pour reconstruire tout un pays. Aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre. L'Ukraine déchirée, l'Est de l'Ukraine est vraiment déchiré. Le premier conseil ou la première réunion qui était organisée, ça doit être en Italie ou en Espagne, c'est en Italie je pense, où les États européens ont commencé à réfléchir sur la reconstruction de l'Ukraine. La première enveloppe est estimée à plus de 300 milliards d'euros. Et ici, on parle de la première enveloppe. On ne parlait pas du montant total. On parle de la première enveloppe, 300 milliards d'euros. Pourquoi cette différence? Ici, on doit réunir cet argent, 300 milliards. La première enveloppe pour reconstruire l'Ukraine. Il y a un pays là-bas, l'Haïti, qui voilà, et ben voilà, on fait tout, on tout 4 milliards. Les rapports doivent changer et nous devons appeler ces changements. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions, chers jeunes. De dire non à certains trucs. Commencer à revendiquer, à dire non, mais vraiment de manière pacifique, n'importe où, à l'école, partout où on est. Qu'on se dise, des trucs, maintenant, il y a des choses qui doivent changer. On sent que les choses doivent changer. Les rapports de force doivent changer, s'inverser. S'il le faut, les pays du Sud peuvent créer leur propre organisation internationale, comme ce que nous sommes en train de vivre là maintenant avec les BRICS, l'élargissement des BRICS. Ça va faire un contrepoids contre certaines organisations qui se prétendent toujours toutes puissantes. On peut créer des organisations entre pays du Sud, des Suds. Pourquoi on doit toujours aller demander aux pays du Nord, dans tout, Coupe du Monde et ceci, Coupe du Monde, compétition mondiale de cela, compétition des trucs machin, compétition. Ce qu'ils appellent mondial, on prend seulement 4 pays d'Afrique. Pour eux, c'est déjà mondial. 4 pays d'Afrique sur 52, 53, je sais même, on est combien 52 États. Ou 56, alors qu'il est. Et ils vont juste sélectionner ou inviter 4 pays, et c'est fini, c'est toute l'Afrique qui est représentée là. Mais quand on voit la petite Europe, quand il y a des trucs internationaux, mondiaux et tout, c'est 16 États qui sont représentés, 16 États européens représentés, 17, 18. Pourquoi un grand continent comme l'Afrique? Quand on a 3 représentants du continent, on parle déjà de toute l'Afrique. Nous allons définir l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique, ce sont les Afriques. Ce sont les Afriques. Eh bien, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et vous savez bien que les accords qui sont traités sur le plan international pour diriger, gouverner les États, les pays du Sud, sont concrétisés, sur le plan géopolitique, sont concrétisés dans la politique interne qu'on met en place. Les présidents, les hommes politiques qui viennent, ils votent de lois, ou on peut faire semblant de voter des belles lois. On ne les applique pas. On applique ce qui est convenu dans les accords. C'est ça le problème. On bloque la population locale dans certains secteurs et si vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a des accords. Cette richesse-là, ces métaux-là précieux, c'est recherché dans tel pays, il faut fournir à ce pays-là. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. Avec une politique interne qui est tellement catastrophique. Quand on le voit gouverner les États, on a comme l'impression qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Et pourtant, c'est des gens qui sont passés dans des meilleures universités du monde. Les meilleures universités du monde, pour la plupart d'entre eux. Mais la manière dont ils gouvernent le pays, ils gouvernent leurs États, c'est vraiment, on a comme l'impression qu'ils ne se sont jamais assis sur un banc. L'une des pistes de réflexion, c'est là, c'est des questions géopolitiques. Et on aura le temps dans les prochaines émissions pour parler de certains cas pratiques, des cas qui se passent, des informations qu'il y a sur Internet, sur certaines chaînes et tout. Et on va commencer, on va continuer à analyser, à donner des commentaires, des avis. Mais d'ici là, portez-vous très bien. On se voit à la prochaine émission. Ciao! Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale.
Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.